Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, merci de votre présence. Nous sommes en édition spéciale ce matin de Territoire d'Info pour décrypter, pour analyser, expliquer les propos du président de la République hier, qui a tenu conférence de presse à l'Élysée. Vous le savez, c'était la première du genre d'ailleurs, on va y revenir dans un instant, avec nos invités en plateau, Pascal Jalabert, du groupe EBRA. Bonjour Pascal, vous représentez 9 journaux de la presse quotidienne régionale. Luc Laventure d'Outre-mer 360, une télévision et un site internet consacré aux Outre-mer. Vous y tenez, il y en a 13. Et puis Stéphane Vernet, qui dirige le bureau parisien de Ouest France, le plus grand quotidien régional français. Merci d'être là. Stéphane, vous étiez bien sûr à la conférence de presse à l'Élysée. Hier, on vous y a vu poser une question. Voilà, deuxième partie d'émission, on recevra de leaders politiques, Nicolas Dupont-Aignan, qui est tête de liste de Debout la France aux élections européennes. Et puis en deuxième partie, donc Jean-Christophe Lagarde, qui est tête de liste de l'UDI aux élections européennes. Tout de suite, on va regarder, messieurs, avant qu'on démarre cette discussion, puis plusieurs extraits, évidemment, de cette conférence de presse de l'Élysée, du président de la République, hier, depuis l'Élysée. On va regarder les unes de la presse quotidienne régionale. Voilà, on va regarder ce qu'ils ont écrit. Alors, la dépêche, vous le voyez tout de suite, c'est Macron, acte 2, impôts, emploi, retraite, services publics, institutions, Europe. Hier, donc, le président de la République a redonné le cap de ces réformes. On va en parler avec vous dans un instant, messieurs. Pour l'Union, c'est même cap, nouveau ton. On parle aussi des gilets jaunes, syndicalistes, élus, les réactions dans la région, l'Union de Reims. Et puis le Télégramme, un nouvel acte qui aura un prix. Évidemment, c'est le coût de tout ce qui a été annoncé qui pose problème. On en parlera également avec vous, messieurs. Quelle réponse à faire à cela? Et puis Macron est suffisant, car l'éclair indique ni révolution ni virage. Le président a développé un ensemble de mesures en voulant ouvrir un nouvel acte de ce quinquennat. Pour Nice Matin, d'ailleurs, Denis Caro, qui dirige les rédactions du groupe Nice Matin, sera présent sur ce plateau pour co-interviewer tout à l'heure Nicolas Dupont-Aignan et Jean-Christophe Lagarde, qui seront nos invités politiques. Impôt, retraite, référendum, du lourd et du flou. Ça résume bien d'ailleurs la réaction et les réactions ce matin des observateurs. Pour la Marseillaise, c'est le président des riches persiste et signe. C'est une conférence de presse qui a duré 3 heures, tout de même. Stéphane Vernet, vous y étiez présent, vous y avez posé une question. Un tout petit mot avant qu'on détaille un peu ce qui a été annoncé sur la forme de cette conférence de presse. Il était assis. Cela rappelait les conférences de presse du temps, je vais dire, de De Gaulle. J'ai revu un documentaire sur cette chaîne. Moi j'ai le même réflexe que vous, ça m'a vous aussi la même chose. Ouais. Bon voilà, non sur la forme, moi j'ai trouvé. Est-ce que c'était bon sur la forme? Voilà, écoutez, rapide. Moi, alors ça n'a pas duré 3 heures, ça a duré 2h30 en fait. Et moi personnellement, j'ai trouvé le président plutôt bon. Mais quand je lis les commentaires dans la presse partout ce matin, les réseaux sociaux, j'ai l'impression d'être un peu seul. Pourquoi je l'ai trouvé bon? Parce que je pense que l'exercice, c'était mission impossible cette affaire en fait. Parce que l'idée du grand débat national était une bonne idée. Il y avait énormément d'attentes. Le président de la République n'a pas été aidé par son entourage. On a eu un certain nombre de déclarations outrancières. On nous promettait un effet waouh, que tout allait changer, etc. Enfin, je trouve que c'est très maladroit parce que du coup, les attentes étaient très fortes. Souvenez-vous, il devait faire son allocution lundi dernier. Il n'a pas pu à cause de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Il a eu raison, évidemment, de reporter sa conférence. Le problème, c'est que comme tout a fuité, tout était éventé. On savait déjà ce qu'il allait dire et on savait déjà que finalement, par rapport aux attentes qui étaient très fortes, on serait forcément déçus. Et donc, si vous remettez les choses dans ce contexte, je trouve qu'il a été plutôt bon. Parce que c'est très, très difficile de ne pas décevoir. Pas d'effet waouh, Pascal Jalabert. Je l'ai trouvé pas trop théâtral, plus sincère que d'habitude. Rapidement. Oui, donc sur la forme. On voit d'ailleurs cette magnifique salle des fêtes de l'Élysée. Il faut le dire, qui vient d'être restaurée.
donc qui était très belle à la télévision, hein, il faut dire, le Je show. trouvais plutôt avec goût d'ailleurs. Après ça, les goûts, les couleurs, c'est chacun qui a les siennes. Mais c'est vrai que la précédente faisait quand même user un peu de notre âge. Mais bon, la question n'est pas là. En effet, le problème du président, c'est que d'une part, ça est fuité. Et surtout, comme nous avait promis, rien ne sera plus comme avant. Il faut du lourd. Donc, bon... Du coup, l'exercice devenait très difficile pour lui, oui, voire impossible. Ensuite, il n'était pas là pour jeter aux orties tout ce qu'il avait fait avant et pour modifier le cap qu'il avait fixé. On va y revenir sur les détails. C'est sur la forme là, que je voulais donc du coup, sur la forme, moi je trouve qu'il a plutôt dit bon, mais on va changer de méthode, on va remettre l'humain au cœur. Sur la forme, je pense qu'il était dans le bon ton et en effet dans un rapport avec les Français. Et il a quand même remis les corps intermédiaires dans la boucle, ce qui est nouveau chez lui. Donc pas de problème sur la forme. Alors, Luc Laventure, sur la forme de cette conférence de presse, on voit d'ailleurs les belles images. C'était réalisé par Jérôme Revon. Alors c'est ce que j'allais dire. Sur la forme, Jérôme Revon a fait un travail remarquable du point de vue de la scénarisation. Mais est-ce que les gens demandent cela dans une époque où effectivement il y a une sorte de clivage entre différentes strates de la société? Je ne suis pas sûr que l'Élysée redécorée soit le bon endroit pour pouvoir se rapprocher du peuple. Je ne suis pas sûr que de ce côté-là, le choix a été très bon. Alors, on va regarder les mesures, hein, les détailler un petit peu. Quelques extraits donc, de la conférence de presse du président. La première du genre, d'ailleurs, il n'avait jamais réalisé ce type d'exercice, Emmanuel Macron, depuis qu'il est à l'Élysée. Alors, ça a concerné, en premier lieu, c'est de ce dont on parle ce matin, et on vient d'en parler avec la revue des unes de la presse quotidienne régionale, c'est 5 milliards de baisse d'impôts pour les classes moyennes, donc annonce très importante. On regarde ensemble, on commence ça après. Si on arrive à baisser, en plus de ce qui a déjà été fait et prévu d'environ 5 milliards l'impôt sur le revenu, ce sera un geste significatif pour l'ensemble de ceux qui contribuent et qui viendra compléter les baisses d'impôts d'ores et déjà décidées, votées, actées ou mises en œuvre et qui ne sont pas négligeables. Alors Stéphane Vernet, 5 milliards de baisse d'impôts pour les classes moyennes, ceux qui nous regardent ce matin, là, en ce moment, se disent est-ce que ça va me concerner moi ? Alors ces classes moyennes, on peut les définir comment ? Qui ça va concerner ? C'est ça hein, la question, de fond. Alors c'est un des problèmes de l'exercice, c'est que comme il y a une que vous avez montrée ce matin qui à mon avis résume bien, je crois que c'est Nice Matin. Oui, Nice Matin. C'est du impôt, lourd retraite, référendum, du lourd et du flou. Mais c'est les deux mots du jour, du lourd et du flou. C'est-à-dire que l'exercice qui consisterait à dire que Emmanuel Macron n'a pas fait d'annonce stupéfiante, qu'il n'y a rien d'intéressant et que tout ça fait pchit, je trouve que c'est très exagéré. Il y a du lourd, il y a quand même des choses très fortes. Le problème, c'est que sur un certain nombre de ces mesures, on n'a pas les détails. Donc finalement, il y a un flou qui perdure. Dire, c'est pas très crédible, c'est ça ? Non, mais alors, c'est pas ça que je suis en train de dire. 5 milliards, c'est beaucoup, mais aujourd'hui, je suis incapable de répondre à votre question. Est-ce que qui va en profiter ? C'est la question principale. Cyril, la difficulté pour lui, c'est qu'il était en train de nous expliquer qu'il n'allait plus gouverner de façon verticale, qu'il allait associer le gouvernement, le Parlement, les corps intermédiaires. Donc du coup, il ne pouvait pas non plus arriver en disant ben voilà, les 5 milliards, c'est comme ça, c'est pour un tel. D'ailleurs, il a dit que le gouvernement expliquera dans les prochains jours comment mettre ça en œuvre. Hein. Il l'a beaucoup dit. Il l'a beaucoup dit. Donc du coup, il était obligé de garder ce flou. Il s'est enfermé lui-même dans une nasse qu'il a créée. Effectivement, il dit je ne suis plus Jupiter, même s'il a une attitude quand même jupitérienne, mais il dit ce sera Édouard Philippe, ce sera au gouvernement. Alors j'allais vous dire, il n'a jamais cité Édouard Philippe. Oui, alors j'allais vous dire, voilà, jamais cité le ministre. Le gouvernement. Alors le gouvernement. Alors ça ne veut pas dire pérennité pour Édouard Philippe, ça du tout. C'était pas l'objet. Bien qu'il soit allé le saluer en premier en sortant de l'estrade, etc. Mais ça, vous n'y voyez pas de signe d'avoir conforté le Premier ministre, Stéphane Vernet. Non, mais je pense qu'il n'est pas. On n'est pas dans le temps des conjectures et des spéculations. Je pense que. Mais c'est le gouvernement qui mettra en œuvre, quand même. Oui, ça, il associera. Après, c'est vrai qu'il n'a pas cité un ministre, mais quand même, il a bien montré les maires à plusieurs reprises. Il a parlé des élus. On va y venir, oui, sur il a parlé des maires, il a parlé des territoires. Il a quand même, c'était un peu une surprise, parlé d'un nouvel acte de décentralisation, alors qu'on attendait plutôt de la déconcentration. On va y venir. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'annonce. Après, c'est vrai que beaucoup de choses restent à préciser. Et là, ça va se jouer sur les 3 mois qui viennent. Alors, avec quand même le point central, sur le fond, c'est l'histoire du travail. Parce qu'alors là, pour le coup, on ne sait pas
à quelle sauce. Enfin, on ne sait pas comment cet allongement il a dit ce qu'il ne fera pas. Voilà, ce qu'il ne fera pas, mais comment ce travail plus va s'organiser. Alors, il y a la question de comment financer tout ça, bien sûr. Et puis, il y a cette question. Il avait promis la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. Apparemment, on va revenir dessus. On va écouter le président de la République. On y revient après. Au vu de, justement, cette sortie du grand débat, il faut qu'on soit réaliste. Et donc, je demanderai, d'ici à l'été, au gouvernement de me donner son analyse et de voir si c'est tenable. J'assume totalement, si ce n'est pas tenable, d'abandonner cet objectif. Alors, Laurent Wauquiez, ce matin, je l'écoutais sur les radios, a sauté là-dessus en disant alors, donc, on ne va pas supprimer de fonctionnaires, donc on ne fera pas d'économie, donc tout ça, au fond, il nous raconte des histoires. Stéphane Vernet. Non, mais alors, on va pas. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Non, alors, ce qui est possible, c'est qu'il a parlé notamment de décentralisation et de déconcentration. L'idée, c'est aussi de renvoyer des fonctionnaires qui sont dans les territoires, les administrations centrales à Paris, etc., de les renvoyer plutôt dans les territoires avec des missions redéfinies. Ça, c'est suite à la crise sociale, les Gilets jaunes, tout le monde avait relayé ça. Quand il s'est baladé en France, on lui a dit il n'y a plus de fonctionnaires dans les territoires, pas assez, il faut un guichet unique pour les administrations, etc. C'est-à-dire qu'il a bien, je pense qu'il a bien compris, il a bien entendu la demande persistante qui a été relayée partout avec beaucoup de force du maintien des services publics, de ne pas abandonner les territoires, etc. Donc ça si vous voulez, la décision... En fait, le fruit de cette demande, ou de ce type de demande ou de contestation, naît aussi la RGPD. Là, à force de vouloir faire des économies dans la fonction publique, on a déjà enlevé beaucoup de fonctionnaires, sauf qu'on ne les a pas enlevés à Paris, dans les administrations centrales, on les a enlevés dans les territoires. Donc en fait, il veut rééquilibrer et il prétend pouvoir le faire sans... Enfin, il ne peut pas non... Oui. Il va pas forcément... Enfin, comment dire que si c'est pas possible, enfin à un moment il faut être réaliste. Il dit il peut pas maintenir ou développer les services dans les territoires en tenant à tout craint cet objectif. Par rapport à ces promesses de campagne. De toute façon, c'était irréaliste au départ parce que demande entre guillemets le peuple. C'était irréaliste dans la campagne électorale de dire ça. C'est ça. Oui, c'était d'abord il n'avait pas donné 120 000 dans la campagne électorale. Fillon avait donné encore plus. 200 000, je crois. 200 000, oui. Mais c'est pas possible. On veut plus d'hôpitaux. La police, l'armée, on n'est pas en mesure de sacrifier les effectifs. L'école, on n'est pas en mesure de sacrifier. Et c'est là que sont les gros bataillons. Donc du coup, on peut faire quelques ajustements. Et enfin, les collectivités locales, c'est pas lui qui va décider. Donc du coup, oui, cette promesse, il faut se rendre compte une bonne fois pour toutes qu'elle est irréaliste et que la seule fois où elle a été appliquée, c'était la RGPD de Nicolas Sarkozy et que ça a créé des dégâts dans les territoires. D'accord. Souvenez-vous très vite ce qu'il avait dit à Saint-Brieuc. À Saint-Brieuc, il avait dit ni reniement, ni renoncement. Ni entêtement, pardon. Ni reniement, ni entêtement. C'est ce à quoi on a assisté hier, en réalité. C'est-à-dire, ce que j'ai fait est bien, je ne le change pas. Je ne renie pas le fond de sauce, la base. Mais je ne vais pas m'entêter sur un certain nombre de points. Et ça, c'est typiquement un des points sur lesquels il veut pas s'entêter. Vous surveillez l'outre-mer. Ça a été perçu comment, ça, ces 120 000 arrêts de suppression de fonctionnaires? Bien, plutôt bien? Plutôt bien, mais la chose que je retiens sur les outre-mer, c'est qu'il dit la chose suivante. Les Outre-mer, c'est vraiment un vrai laboratoire intéressant et de cela, je retire la réussite d'une plus grande déconcentration et d'une plus grande décentralisation. La République est une et indivisible, mais elle permet à chacun des territoires de récupérer une partie de son pouvoir. Alors, ça va être... Il a déjà commencé, mais il y a deux interrogations très fortes. Est-ce que ce ne sera pas un début de largage? Mais il faut que tout de suite... les élus d'outre-mer s'emparent de cela en disant chiche, appelez-nous, travaillons ensemble. Ils vont le faire? Et effectivement, faisons-le ensemble. Est-ce que c'est prévu? Je pense que c'est prévu. Merci. Mais il faut que ça se fasse ensemble avec les élus. On continue de dérouler ce qu'a dit le président de la République. Alors ça avait déjà fuité à l'annonce de la réindexation des retraites de moins de 2 000 €. Mais il est revenu dessus tout de même, Pascal Jobert. On l'écoute et puis on en parle ensemble ensuite. Puis dire que le travail paye, c'est aussi dire que le travail qui a été fait doit payer. Et là-dessus, je dois dire que les décisions que nous avons prises à l'automne, non seulement ont été mal comprises, elles ont été bien comprises, mais mal vécues. Elles ont été vues comme injustes et elles doivent donc être corrigées. C'est pourquoi, au 1er janvier prochain, je souhaite que nous réindexions les retraites de moins de 2 000 € et qu'il n'y ait plus de sous-indexation de quelque retraite que ce soit à partir de l'année 2021. Je pense qu'il faut rebâtir cette clarté, cette lisibilité pour nos retraités.
Alors Pascal Jalbert, les retraités, donc réindexation des retraites de moins de 2 000 €, ils vont être soignés à nouveau par le président. Oui, c'est quand même à eux qu'avait été demandé le principal effort, avec la création du CSG et la hausse de la CSG. Donc, alors, vous avez bien observé que c'est en 2 temps, c'est-à-dire que en 2020, c'est pour les retraités plus modestes, et puis pour tout le monde après. Je crois que de toute façon, le Conseil constitutionnel l'aurait obligé, parce que ça crée une rupture d'égalité. Mais peu importe, c'est une décision forte de réindexer les retraites de tout le monde. Alors après, il faudra voir quel sera le niveau de l'inflation, parce que si l'inflation ne bouge pas, il n'y a pas de réindexation. Stéphane Vernet. Oui, en fait, on revient tout simplement à ce qui préexistait avant. Je veux dire, il n'y a pas de progression. Non, on remet les choses à niveau. La formule du président est excellente. Je pense que le président a bien compris que sa politique à l'égard des retraités avait été bien comprise, mais mal vécue. Or, je vous rappelle que les retraités constituent aussi une base très forte de son propre électorat, que c'est un électorat qui se mobilise beaucoup plus que les autres dans les élections, donc il s'abstient beaucoup moins, et que dans des élections comme les européennes, où on a tendance à beaucoup s'abstenir, les retraités auront une voix très importante. Et comme ils sont en colère, il était temps de faire marche arrière. C'est intéressant ce que vous dites, Stéphane Vernet. Est-ce que le bénéfice politique à attendre de ça peut être justement immédiat, peut être traduit aux élections européennes, voire aux municipales? Les municipales, c'est une autre élection. Mais là, oui, l'élection européenne va se faire sur des questions nationales. Mais vous savez, je crois que de toute façon, il y a un premier sondage ce matin qui dit... Alors, 63% des Français n'ont pas été convaincus par le président de la République hier soir. Franchement, les gilets jaunes et ceux qui sont déterminés... Odoxa, sondage Odoxa. Oui, mais quoi qu'ils disent, ils n'auraient pas été convaincus. Ils sont forts de vous, absolument. Voilà, quoi qu'ils disent, ils n'auraient pas été convaincus. Donc du coup, il garde sa base. La question, c'est de savoir s'il arrive à garder ceux qui lui a permis d'arriver en tête du premier tour de la présidentielle. En effet, il y avait pas mal de retraités. En effet, il y avait plutôt ce qu'on appelle des CSP+, c'est-à-dire des cadres, des professions plutôt aisées. Voilà, la question, c'est de voir si cela se remobilise et surtout comment se mobiliseront ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Ils peuvent aussi rester chez eux. Il sait également que l'électorat frontiste sera très important. Et notamment toute la partie Fillon qui ne rejoint pas les Républicains, il leur a donné quand même du grain à moudre en disant l'espace Schengen. Un signe. Et c'est quand même important. On va en parler de ça. Stéphane Vernet, sur les retraités, on sait bien que les retraités n'ont pas été gilets jaunes, ils ne se sont pas déplacés en masse. Si. Sur les ronds-points, au début aussi. Mais est-ce que vous pensez, alors, ok, ils se sont déplacés sur les ronds-points, est-ce que vous trouvez que la réponse qu'il apporte, qui est au fond une remise à niveau, vous disiez, est suffisante aujourd'hui ? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il ne fait que revenir à ce qui préexistait. Donc, est-ce que c'est suffisant ? À mon avis, du point de vue des retraités et des gilets jaunes, sûrement pas. Ceci dit, il y a un autre point qui était intéressant sur les retraités. Il a dit aussi qu'il voulait que le minimum vieillesse qu'il n'y ait plus de pension de retraite inférieure à 1 000 euros. 1 000 euros pour ceux qui ont travaillé. Je trouve que c'est une mesure qui compte aussi. Mais le problème, c'est ce qu'on vient de dire. Si vous voulez, c'est qu'on est dans un tel état de crispation de la société, de défiance et de tension, qu'aujourd'hui, ceux qui sont acquis au président ont trouvé que ce qu'il avait dit hier était super. Et ceux qui sont en défiance, de toute façon, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, c'est nul. Et j'ai envie de dire que quelle que soit la qualité de sa prestation ou la médiocrité de sa prestation, de toute façon, ça n'aurait rien changé à ce clivage-là. On voit un président qui finalement nous dit quoi ? Il nous dit « je ne change pas de cap, mais j'ai changé de méthode ». Je trouve ça intéressant. Alors, de deux choses l'une, soit on lui fait confiance, on lui accorde encore un peu de crédit en se disant il veut changer de méthode, il va réassocier les corps intermédiaires, il va écouter, il va décentraliser, dont acte, ok, et ça peut être intéressant. Le problème, c'est qu'encore une fois, on est dans une situation où c'est tellement tendu que les Français ne vont plus piquer de mots, c'est-à-dire ne vont plus payer de mots, c'est-à-dire qu'ils promettent de nouvelles choses. Il faut absolument qu'il les fasse, qu'il s'y tienne et que ça fonctionne vite. Pascal. Je crois que si on prend un peu de hauteur, qu'on voit ce qui se passe autour de nous, notamment dans tous les autres pays européens, on retrouve les mêmes problématiques.
des inégalités entre territoires, des sentiments d'injustice sociale. Hein. Je crois qu'en Espagne, la campagne, c'est sur l'Espagne du vide. En Allemagne, pareil, on a des territoires à l'Est qui n'ont pas voté comme ceux de l'Ouest, et une montée des populismes partout. Donc, ils se retrouvent confrontés à des difficultés économiques et sociales qui sont communes à tous les pays développés. Et politiquement, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans aucun pays, des majorités stables, franches, se dégagent. On a partout un électorat qui est très émietté, des gens qui doutent. Donc, du coup, c'est quasiment impossible aujourd'hui en France. Le fameux rêve, je crois que c'était Valéry Giscard d'Estaing, qui disait 2 Français sur 3. Non. Il en a même fait un livre. Ok, on passe maintenant au fameux, alors non au RIC, oui au RIP. Vous l'avez tous entendu, enfin, ceux qui étaient à la conférence de presse en tout cas, c'est le cas de Stéphane Vernet, vous Pascal Jalabert, pas de référendum d'initiative citoyenne, mais assouplissement des conditions du référendum d'initiative partagée. On l'assouplit, on écoute le président de la République, on revient sur ce sujet après. Il y a eu la question du référendum d'initiative citoyenne. Tel qu'il est proposé, il me semble remettre en cause la démocratie représentative, mais je crois malgré tout que nous devons donner plus de place à la voie référendaire dans notre démocratie. Et ce que je souhaite, c'est que, dans le cadre de notre réforme constitutionnelle, nous puissions aller plus loin sur le référendum d'initiative partagée qui a été créé il y a maintenant 11 ans dans notre Constitution, en simplifiant les règles, en permettant que l'initiative puisse venir de citoyens, 1 million de citoyens qui signeraient une pétition, et qu'elle puisse prospérer en projet de loi, et si elle n'était pas examinée par les assemblées, aller au référendum. Je souhaite ensuite qu'au niveau local, on puisse renforcer le droit de pétition. Au niveau local, en définissant une forme de droit d'interpellation des élus. Au-delà d'un certain seuil qui sera à définir, les citoyens doivent pouvoir obtenir d'inscrire un sujet à l'ordre du jour d'une assemblée locale. Alors, Stéphane Vernet, est-ce que c'est vraiment très compréhensible, ça? Donc, non au RIC, oui au RIP. Il faut de la pédagogie, là. Il a commencé à la faire, là. Il y a plusieurs surprises. C'est-à-dire que dans son l'intervention fantôme qui n'a jamais eu lieu et qui aurait dû avoir lieu... mais dont on connaissait quand même les choses. Il était question d'un RIC local. Hier, il n'était plus question d'un RIC local. Non, c'est François Bayrou qui l'a tordu sur ce point-là, parce qu'en effet, François Bayrou a raison. Si on avait fait des RIC locaux, on n'aurait pas la pyramide des Louvres, on n'aurait peut-être pas le musée des Confluences à Lyon, et on peut citer beaucoup d'exemples comme ça. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir si on choisit entre l'intérêt général... C'était de nature à bloquer le système? Oui, je pense que le RIC local aurait été bloquant. Et puis en plus, bon, pour certains, je crois que certains maires le ont dit, écoute, t'es bien gentil avec un référendum local, mais c'est quand même pas toi qui vas en assumer les conséquences, c'est nous qui allons devoir... Et même l'organiser. Par contre, ce qu'il a fait hier, c'est que ce qu'il propose, c'est que les citoyens puissent prendre la main sur l'agenda des parlementaires ou des élus locaux. Alors, prendre la main, j'exagère, mais... Les saisir, au moins. Puissent inscrire par ce type de procédure à leur ordre du jour des questions qui intéressent un certain nombre. Alors sur le RIP, le référendum d'initiative partagée, c'est pas inintéressant, c'est une disposition qui a été créée lors de la réforme de la Constitution de 2008 qui n'a jamais été appliquée parce que les seuils demandés pour déclencher un référendum d'initiative partagée 4,3 millions. Sont délirants. Non, en fait, c'est 20%. Il faut que 20% des parlementaires soient d'accord. Ça fait quand même 185 députés au sénateur. 10% de la population du corps électoral. Aujourd'hui, ça fait 4,5 millions. Ouais, c'est ça. Et là, quand il dit 1 million, là, il descend à 1 million. 1 million, c'est très bas. Pascal et moi, on a participé à un échange avec le président du Sénat il y a 2 jours, où Gérard Larcher nous disait, en fait, lui, il proposait de diviser par 2 les seuils. Là, le président annonce beaucoup moins. Et 1 million... Ça, c'est un seuil qui est très facilement atteignable. Stéphane, il faudra regarder si le cumulé de reste, parce qu'aujourd'hui, pour que ça soit déclenché, il faut à la fois 4,5 millions et les parlementaires. Voilà. Donc, je pense que c'est là que ça va être stoppé. Et c'est pourquoi l'exercice de la conférence de presse globale me paraît être une mission impossible. Parce qu'effectivement, je pense qu'au niveau de la communication, je ne suis pas sûr que brasser, essayer de récupérer toutes les oppositions qui sont très fragmentées, la conférence de presse, je ne suis pas sûr que ça soit un bon exercice. C'était vraiment mission impossible. Alors, il y a un sujet évidemment qui intéressait tous les journalistes qui étaient là, qui étaient présents, c'est Alexandre Benalla. Alors, le président de la République a... on va regarder l'extrait ensemble. Pas hésiter, mais il fait mine de réfléchir et ensuite il a répondu ce qu'il a répondu. On l'écoute, on y revient ensemble après. Est-ce que je pense qu'au moment où j'étais élu,
connaissant ce jeune garçon qui avait vraiment du talent, qui s'était engagé dans ma campagne, qui avait son histoire. Est-ce que je regrette de l'avoir embauché à l'Élysée? Non. Parce que je pense que c'était extrêmement cohérent avec les valeurs que je porte et avec ce que je veux que nous fassions. C'est sans doute pour ça que je lui en veux encore plus. Il a fait des fautes très graves. Il a droit à la présomption d'innocence aussi, comme tout citoyen dans la République. Mais il n'y a jamais eu de prébende pour Alexandre Benalla à l'Élysée. Il n'a pas été protégé. Il n'a pas été protégé face à la justice, face aux médias. Donc je le regrette pour ça. Alors, il n'a pas été protégé. Il y avait les hiérarques de l'Élysée là, qui étaient au premier rang. Stéphane Vernet, vous avez regardé leur tête à ce moment-là ou pas? Non, parce que moi j'étais assis dans le fond, donc puis quand vous êtes dans la salle, vous n'avez pas la télé, donc vous voyez pas tout, mais il manque un petit bout dans ces montées, c'est normal parce que il dit il a commis des fautes très graves. Très grave. Il a ajouté et on ne les connaît peut-être pas toutes. Absolument. Ça, vous avez retenu ça. Oui, j'ai trouvé ça. Enfin, Pascal. Oui. Vous pensez à quoi comme faute? Je ne sais pas justement. Alors, Je pense qu'il s'agit plutôt des contrats, enfin, de ce qu'il a fait, les activités parallèles. Mais vous avez vu ce temps mort qui... Un peu surjoué. Voilà, vous avez trouvé que c'était Un peu surjoué ou il surjoué. réfléchit à peser Oui. chaque mot? Il savait qu'on allait lui poser ce type de Oui, questions. bien sûr. Non pas ce temps mort, il y a eu 2 temps morts. Ouais. Et même il se touche le nez à un moment donné. C'est-à-dire que... Ça s'appelle la morphopsychologie, ça. Tout à fait, body language. Et en plus, je pense qu'il surjoue pour montrer son côté humain. Il reconnaît la faute, mais il dit « je chasse en meute et je ne regrette pas ». Parce qu'au niveau de la décision, il a pris la décision et il l'assume totalement. Une petite question, messieurs. Pourquoi la presse quotidienne régionale, vous représentez d'ailleurs ce matin sur ce plateau, n'a pas été, j'allais dire, plus mise à l'honneur dans cette conférence de presse, alors qu'au fond, il était censé s'adresser à la suite des manifestations qu'on connaît, les Gilets jaunes, tout ce qu'il a, c'est ce tour de France qu'il a fait lui-même. Il aurait pu, par rapport aux journalistes parisiens, leur donner un peu plus de place, d'exposition, De Stéphane Vernet, et de présence. Moi, je sais pas. Vous savez, à un moment, il a failli y avoir un échange entre un certain nombre entre les représentants de la presse régionale à Paris et le président. Et puis ça s'est pas fait. Pourquoi alors? Parce que on n'en sait rien. C'est pas notre choix. Hein. Bon, après, ils ont réparti les micros. Stéphane a été choisi pour nous représenter. C'est vrai que par rapport aux médias audiovisuels, on peut se sentir frustré. Après, ça fait partie de l'exercice. C'était déjà, je crois que le tempo était bon, 2h30, c'est le maximum. Je me souviens d'une conférence. On avait prévu beaucoup plus, les gens disaient mais ça va durer. Vous vous rappelez? On se souvient d'une conférence de presse François Hollande qui avait duré 4h30. Et tout le monde partait avant la fin, donc voilà. On sort de là épuisé. Bon, merci. Ceci dit, il y avait 230 journalistes, je crois, mais 300 même. 320, pardon, j'inverse les chiffres, mais il y a eu quoi? Il y a eu une quinzaine de questions. 15 questions, donc voilà. Dernier, une seconde, Luc Laventure, l'outre-mer là-dedans, elle s'est sentie plutôt bien exposée. Oui, bien, parce qu'il y a quelque chose d'important qui a été fait sur l'histoire de la défiscalisation. Ça a été maintenu et je pense que globalement, tout le monde est content. Merci Luc Laventure, Outre-mer 360, Stéphane Vernet, Ouest France, Pascal Jalabert, le groupe EBRA, 9 journaux de la presse quotidienne régionale, d'avoir décrypté avec nous cette conférence de presse du président de la République d'hier. Nicolas Dupont-Aignan est notre prochain invité sur ce plateau. Ensuite, on recevra après lui Jean-Christophe Lagarde qui vont réagir tous deux évidemment à la conférence de presse présidentielle. Tout de suite, la météo des territoires, le temps qu'il fait. Beaucoup d'entre vous sont en vacances, ça vaut la peine de regarder. On regarde ensemble, à tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France.
C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, on se retrouve dans un instant. Je reçois Nicolas Dupont-Aignan, qui est tête de liste, vous le savez, de Debout la France et qui va réagir bien sûr à l'intervention du président de la République en conférence de presse hier à l'Elysée. A tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires.